Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir les lois physiques et les accidents en apnée. Il faut savoir qu'en apnée, il y a 4 lois physiques qui nous intéressent particulièrement. Donc il y a la loi d'Archimède, la loi de Boyle-Marlott, la loi de Dalton et la loi de Henry, ou Henry. Donc ce cours se destine particulièrement pour les préparants ACEL ou AEEL et aussi au cours pour les initiateurs. Alors, dans ce premier volet, nous allons voir la loi d'Archimède. Alors, qu'est-ce que la loi d'Archimède? La poussée d'Archimède. Donc son énoncé, c'est que tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale dirigée du bas vers le haut et égale au poids du volume de liquide déplacé. Cette poussée, donc c'est une force, c'est la poussée d'Archimède. On peut la décrire en disant que le poids apparent, c'est égal au poids réel moins la poussée d'Archimède. Pour prendre un exemple, imaginez un objet d'un volume de 10 litres. Vous le plongez dans de l'eau douce, donc sa poussée va être de 10 kg, puisque l'eau douce a une densité de 1, et que comme l'objet vaut 10 litres, il va déplacer 10 litres d'eau. 10 litres d'eau fois sa densité de l'eau douce, ça fait 10 kg. Maintenant, si cet objet a un poids réel de 12 kg, alors son poids apparent sera de 12 kg moins sa poussée, donc 10 kg, et c'est égal à 2 kg. Alors à votre avis, si son poids apparent est égal à 2 kg, il va flotter ou il va couler? Eh bien, il va couler. Parce que lorsque le poids apparent est positif, l'objet coule. Lorsque le poids apparent est nul, il reste entre deux eaux. Et lorsqu'il est négatif, l'objet flotte. On appelle flottabilité l'opposé du poids apparent. Un objet de flottabilité négative coule, alors que de flottabilité positive, il flotte. Et la flottabilité nulle reste entre deux eaux. Alors, pourquoi ça nous intéresse, cette poussée d'Archimède en apnée? Parce qu'il va falloir adapter son lestage à son équipement individuel. Est-ce que vous avez une combinaison? C'est quoi comme combinaison? Quelle épaisseur elle a, cette combinaison? Ensuite, dans quel milieu vous vous trouvez? Est-ce que c'est de l'eau douce, donc la densité est de 1, ou est-ce que c'est de l'eau salée, densité de 1,03? En eau salée, on sait qu'on flotte beaucoup plus. Donc là, on peut s'imaginer qu'on est en piscine, si on prend en compte l'eau douce. Quel type de combinaison on a? Donc quel lestage pour être neutre? Pour être neutre et donc ne pas dépenser d'énergie pour avancer, pour palmer, pour être bien à plat dans l'eau et donc être très hydrodynamique. Maintenant, si on prend le cas de la profondeur, par exemple en poids constant, on va essayer d'adapter son lest pour conserver les voies aériennes hors de l'eau en expiration passive. Ça veut dire que quand vous soufflez, vous êtes à la surface, vous devez avoir le nez et la bouche hors de l'eau quand vous êtes en expiration passive. Après, il y a aussi une petite technique pour être bien lesté en milieu naturel, quand vous voulez faire de la profondeur. Il faut, si vous avez une combinaison de 4 mm, on peut partir sur du 4 kg de lest. Voilà. Déjà, c'est un ordre d'idée. Après, on pourra aussi affiner cette recherche. Mais déjà, si vous êtes débutant, vous allez pouvoir commencer par ça. Et après, on enlèvera, on ajoutera du poids. Quand on descend, on veut avoir une flottabilité nulle dans la zone des 10-12 mètres. Ce qui permet de remonter plus facilement. Quand vous passez 10 mètres, vous allez avoir une flottabilité positive et donc vous allez remonter tout seul. Il y aura moins d'efforts à faire pour la remontée. Donc, dans les disciplines, où est-ce qu'on va avoir besoin de ce lest? Donc, la randonnée subaquatique, pourquoi pas? Ça dépend quel niveau on a. Si c'est une randonnée subaquatique, on n'a pas besoin de plonger, ou alors pour des débutants, on ne leste pas besoin. Le poids constant, évidemment, va avoir besoin de se lester. Certains ne se lestent pas, mais c'est pour les très grandes profondeurs. La gueuse lourde, alors on se leste, non, on ne se leste pas. On va dire dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de se lester, parce que c'est encore plus de sécurité. Comme ça, si on lâche la gueuse, on va être positif peut-être à 20 mètres, 30 mètres de fond. Donc on va remonter tout seul. Mais il faudra avoir une gueuse très très lourde pour vous emmener au fond. Donc c'est peut-être pas l'idéal.
Pour l'apnée dynamique, là oui, c'est très important de se lester, de savoir exactement le lest qu'il nous faut pour être neutre dans le bassin à une certaine profondeur. Évidemment, il ne faut pas être trop lesté parce que sinon vous allez frotter le fond, vous allez vous faire mal au genou. Ou alors si vous n'êtes pas assez lesté, vous allez palmer avec la tête vers le bas, les pieds vers le haut. Et là, vous allez avoir une grosse prise à l'eau, donc vous n'allez être pas du tout hydrodynamique. Et en statique, alors là, l'intérêt du lest, il est vraiment minime. C'est juste pour certaines personnes quand ils ont des très grosses combinaisons. Ils aiment bien avoir le bas du corps dans l'eau. Et donc ça permet des fois juste un peu d'équilibrer le bas du corps, mais c'est vraiment accessoire pour nous. Alors, là, je vous montre un beau schéma des poumons. À votre avis, pourquoi je vous montre les poumons ? Qu'est-ce qui flotte le plus dans le corps humain ? Eh bien oui, c'est nos poumons. Pourquoi ? Parce qu'ils sont remplis d'air. Remplis d'air quand ils sont pleins, évidemment. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a quelques subtilités. Alors, juste comme ça, pour sa culture personnelle, vous voyez que le poumon droit est plus gros que le poumon gauche. Pourquoi ? Parce que le cœur, lui, doit pouvoir s'insérer ici, dans la cage thoracique. Donc le poumon gauche est plus petit, il a donc que 2 lobes, contrairement au poumon droit qui en a 3. Alors, maintenant, vous voyez les bronchioles, ce qu'on appelle les lobes inférieurs, le diaphragme, le muscle que vous connaissez très bien, qui permet de gonfler les poumons. Gonfler grâce à quoi ? À une dépression, en créant une dépression pour que l'air rentre. Et je vous montre pourquoi maintenant. Cette poussée d'Archimède est très importante avec les poumons. Bon, on mobilise plusieurs volumes d'air différents quand on respire, d'accord ? En fonction des personnes, en fonction de son gabarit, en fonction de sa taille, les volumes que je vais vous décrire vont pas être les mêmes. Donc là, c'est vraiment à titre indicatif, les volumes. On a un volume courant, ça veut dire le volume d'air que vous inspirez et expirez lors d'un cycle normal. Donc là, par exemple, quand je suis en train de vous parler, ou vous, quand vous êtes en train de m'écouter, vous êtes à peu près en train de ventiler 0,5 litres d'air. Maintenant, le volume de réserve inspiratoire, c'est le volume de réserve d'air que vous pouvez faire si, quand vous partez de votre volume courant, d'un coup, vous voulez prendre une grande inspiration. En général, il vaut 2,5 litres. Le volume de réserve expiratoire, c'est l'inverse. C'est quand vous partez du volume normal, de votre volume courant, et que vous voulez souffler tout l'air que vous avez. En expiration forcée, lui, il vaut à peu près 1,5 litres. Là, le volume résiduel, alors lui, c'est un volume très important. Je vais vous expliquer après. Mais ce volume résiduel, c'est le volume des poumons qui reste après une expiration forcée. C'est un volume qui est non mobilisable et c'est un volume qui ne se renouvelle jamais. Ce volume-là, il est de 1,2 litres. C'est le plus petit volume de vos poumons que vous pouvez avoir. Alors ce volume varie énormément en fonction des personnes. Il peut être beaucoup plus petit, il peut être beaucoup plus gros. Par exemple, pour les personnes asthmatiques, il peut monter. Et c'est un petit frein pour la profondeur. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc maintenant, on va voir qu'un apnéique qui modifie sa flottabilité en faisant varier le volume d'air dans ses poumons et son poids apparent, ça peut varier entre plus 1,5 kg et moins 2,5 kg. Donc c'est là qu'il faut savoir adapter son lest. Je vous montre en schéma à quoi ça correspond. Donc ça, c'est le volume tidal, le volume courant. C'est ce qu'on appelle le volume courant. Les médecins, eux, l'appellent le volume tidal pour faire plus intéressant. Donc voilà, quand on parle, on respire normalement, on est ici. Vous voyez donc 500 ml, un demi-litre. D'un coup, on dit, allez, prends une grande inspiration. Ici, c'est notre volume de réserve inspiratoire. D'accord ? C'est la différence, c'est ça. Ce volume de réserve inspiratoire, on a vu qu'il était à peu près de 2,5 litres. Maintenant, on souffle. Allez, on respire. On recommence, on respire. Normal. Tac, tac, tac. On monte. Et là, on dit, tu souffles le plus que tu peux. Souffle. Ça, c'est notre volume de réserve expiratoire, qui est de 2 litres ou 1,5 litres. Ça dépend des personnes. Maintenant, ici, c'est le volume résiduel. C'est celui que je vous ai parlé de 1,2 litres à peu près, qu'on ne peut pas mobiliser. Si on prend la totalité, c'est la capacité pulmonaire totale. Et ici, c'est la capacité vitale
c'est-à-dire la capacité que vous avez à mobiliser l'air dans vos poumons. Donc comment connaître ces volumes-là? Ce qui est intéressant, il y a deux solutions. Soit avec un spiromètre, vous soufflez, il va vous indiquer le volume. Il y a des plus petits appareils qui le font, aussi des appareils connectés à votre téléphone. Mais avec ces appareils-là, on ne peut pas connaître ce volume résiduel qui est très important. Pour le connaître, il faut être enfermé dans une petite pièce. Et pour ça, il faut aller chez le pneumologue. Ça s'appelle une exploration fonctionnelle respiratoire, EFR. Et donc, avec les différences de pression, ils arrivent à vous calculer le volume résiduel. Alors, pourquoi on vous parle d'Archimède? Parce que vous savez bien que le problème dans l'eau, c'est si on ne remonte pas. Imaginez que vous respirez de l'eau, et bien c'est là que commence la noyade. Donc la noyade, il y a 4 stades. Alors, il y a l'aquastress, la petite hypoxie, la grande hypoxie et la noyade anoxique. Pour faire simple, nous, on va surtout parler de la noyade anoxique. Parce qu'en apnée, il y a une perte de connaissance avant. Donc, il y a 2 types de noyades. Il y a la noyade paro-inhalée, la noyade primaire. Donc là, c'est vous êtes épuisé, vous n'arrivez plus à nager, vous respirez de l'eau. Mauvais choix. Donc là, c'est la noyade primaire. Deuxième cause de noyade, c'est la noyade consécutive à une syncope. C'est celle-là qui nous intéresse, la noyade secondaire. C'est-à-dire, vous perdez connaissance dans l'eau, et d'un coup, votre corps vous décide de reprendre sa respiration à cause du niveau de CO2 qui a augmenté. On verra ça plus tard. C'est surtout ça qui nous intéresse. Évidemment, il y a d'autres symptômes, d'autres facteurs qui amènent à une perte de connaissance sous l'eau. Mais en apnée, on a surtout donc l'hypoxie. Après, pourquoi pas, il peut y avoir aussi l'hydrocution, donc la différence entre de température. Un choc traumatique. Donc si vous descendez trop vite, au fond, vous vous cognez la tête, pourquoi pas. Ou alors vous remontez dans le bateau, dans la coque du bateau. Peut-être vous pouvez vous faire piquer par un animal, et là ça fait tellement mal que vous perdez connaissance. Mais nous, encore une fois, on perd surtout connaissance à cause de l'hypoxie en apnée. Alors quand on perd connaissance en apnée, soit vous allez respirer de l'eau salée, ou alors de l'eau douce. Ou si vous êtes en piscine, le pire, de l'eau chlorée. L'eau salée, comme son nom l'indique, elle est salée, beaucoup plus salée que votre sang, d'accord? Regardez, 30 grammes par litre l'eau salée, le sang 9 grammes par litre. Donc le plasma sanguin, lui, va passer à travers l'alvéole pour essayer de diluer, on va dire, l'eau salée que vous avez respirée. Et donc ça va provoquer un OAP, donc un œdème. Le sang va rentrer, vous allez pouvoir cracher du sang. En lac, là, la noyade en lac, c'est l'eau douce. C'est l'inverse. C'est une solution hypotonique, 0 g par litre, puisque c'est de l'eau douce. Donc c'est l'eau douce qui va rentrer dans les capillaires pour essayer de diluer ce sang qui contient 9 g par litre, en passant par la circulation. Mais le problème, c'est que ça va provoquer une grosse surcharge cardiaque importante. Il va y avoir beaucoup de volume d'eau dans le sang, un gros volume, ce qui va provoquer des défaillances cardiaques parce que le cœur ne va pas avoir assez de force pour pomper tout ce liquide. Les noyades en piscine, alors là, c'est vraiment la catastrophe parce que le chlore, lui, va détruire le surfactant. Ça va diminuer les échanges respiratoires. Et en plus, ça peut souvent accompagner d'infections pulmonaires parce que si vous détruisez votre surfactant, c'est un peu la protection de vos poumons. Donc là, en plus d'avoir une grosse surcharge hydrique pour votre cœur, vous allez avoir une surface d'échange respiratoire diminuée et en plus, vous pouvez avoir une infection. Donc, le mieux, c'est de faire du dynamique dans de l'eau douce, bien sûr, mais ce n'est pas le cas. Et le quatrième cas, c'est la noyade retardée. Alors, imaginez une personne, elle a respiré un petit peu d'eau. Elle dit non, ça va, mais quelques heures plus tard, imaginons que ça soit à cause du chlore, ça va détruire progressivement sa surface d'échange et elle va se noyer parce qu'elle ne pourra plus respirer. Alors en schéma, ça donne ça. En eau douce, vous respirez l'eau douce. L'eau douce est là. Elle va venir dans les capillaires. Elle va passer à travers les alvéoles pour aller dans les capillaires
pour diluer le sel du sang, pour faire simple. Et c'est là que ça va provoquer une surcharge hydrique. A contrario, dans l'eau de mer, c'est le sang qui va passer ici, dans les alvéoles, à l'inverse, pour diluer l'eau de mer. Voilà. Et maintenant, dans le prochain cours, on va voir la loi de Boyle-Marie.